avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Washington DC baignait dans la lumière dorée d'un soir d'été. Les rues, d'ordinaire calmes à cette heure, étaient animées par le va-et-vient des travailleurs pressés et le murmure des conversations des habitants. Dans ce décor apparemment paisible, une tension invisible planait. Monica Reynolds, agent du FBI depuis plusieurs années, avançait d'un pas tranquille vers sa voiture garée devant un café. Son regard était attentif, son esprit déjà tourné vers le rapport qu'elle devait rédiger pour une enquête en cours. Malgré sa présence discrète, il y avait en elle une aura de détermination que peu pouvaient ignorer. Elle ajusta son sac, vérifiant machinalement que son badge restait bien dissimulé. Quelques mètres plus loin, Jason Keller, jeune policier au tempérament impulsif, surveillait la rue. Il avait appris à juger rapidement et à agir encore plus vite. Et ce soir-là, son regard se fixa sur Monica. Dans un réflexe précipité et teinté de préjugés, il interpréta sa démarche comme suspecte. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de déclencher une scène qui allait bouleverser sa carrière, mettre en lumière les injustices invisibles et confronter une femme qui n'était pas seulement noire, mais également l'un des agents fédéraux les plus respectés du pays. À cet instant précis, le soleil se couchait, projetant des ombres longues sur le bitume, comme pour annoncer que ce soir, rien ne resterait dans l'ombre. La rencontre qui allait suivre entre Monica et Keller ne serait pas qu'une simple altercation, ce serait un choc entre autorité, pouvoir et racisme latent. Et dans le silence qui précède la tempête, la ville ignorait que son calme apparent était sur le point d'exploser en une scène qui ne pourrait être oubliée. Monica Reynolds referma la portière de sa voiture avec un léger clic et inspira profondément. La rue était tranquille, presque ordinaire, mais ses instincts lui murmuraient que ce soir, l'ordinaire pouvait basculer en chaos. Elle ajusta son sac sur son épaule et marcha vers le café pour récupérer son café à emporter, consciente que chaque détail pouvait être observé. À l'angle de la rue, Jason Keller, agent de police récemment affecté à ce quartier, observait attentivement le trottoir. Sa mâchoire était crispée, son regard scrutant chaque passant. Quand il aperçut Monica, son esprit s'emballa. Elle était noire, élégante, marchait avec assurance, et pour Keller, dans son état de préjugé et d'orgueil mal placé, cela suffisait pour éveiller ses soupçons. « Et, vous là » cria-t-il, pointant Monica du doigt. Monica s'arrêta, son expression restant calme. « Oui. Puis-je vous aider » demanda-t-elle avec politesse, sa voix ferme mais contrôlée. Keller s'avança brusquement et tenta de lui saisir le bras. « Vous devez m'accompagner » ordonna-t-il, ignorant totalement ses paroles. Les passants commencèrent à remarquer l'altercation. Certains sortirent leur téléphone, d'autres murmurèrent entre eux, choqués par l'audace apparente du policier. Monica, consciente de la foule, ne riposta pas physiquement. Elle garda ses mains près de son sac, ses yeux fixant Keller avec une intensité glaciale. « Monsieur, reculez, vous faites une erreur, dit-elle calmement, sans céder un millimètre. » Mais Keller, aveuglé par son arrogance et ses préjugés, ne recula pas. Il serra sa prise, prêt à l'emmener. À cet instant précis, un murmure parcourut la foule, il s'agissait peut-être de plus qu'une simple arrestation. Monica sentit qu'il était temps de révéler sa véritable identité. D'un geste précis, elle sortit son badge du FBI et le brandit devant Keller. « Je suis l'agent Monica Reynolds, FBI. Lâchez-moi immédiatement. » Le silence tomba sur la rue. Les passants stoppèrent leur mouvement, choqués par la révélation. Keller recula d'un pas, son visage passant de la fierté à la stupeur, réalisant qu'il venait d'attaquer une fédérale. Et ainsi, en un instant, la rue autrefois tranquille devint une scène où racisme, pouvoir et justice allaient s'affronter, sous le regard captivé de tous les témoins. La foule autour de Monica et Keller s'était densifiée en quelques secondes. Les passants sortaient leur téléphone pour filmer, certains murmurant entre eux, d'autres tentant de calmer la situation. Le café d'angle était devenu un observatoire improvisé, et même les automobilistes ralentissaient, intrigués par le chaos naissant. Keller, encore sous le choc de la révélation du badge, essayait de reprendre le contrôle de la situation. « Agent Reynolds, ce n'est pas le moment. » bredouilla-t-il, tentant de justifier son comportement.
Mais ces mots sonnaient creux et maladroits face aux centaines d'yeux braqués sur lui. Monica resta calme, son visage impassible, son ton ferme. Il n'y a pas de justification, monsieur. Vous m'avez attaqué sans raison, et sous les yeux du public. Votre conduite sera examinée. Un témoin osa s'approcher, smartphone en main. Et vous êtes en train de brutaliser une agente du FBI. Arrêtez maintenant. La voix se répercutait dans la rue, et d'autres passants hochèrent la tête en signe d'accord. La tension monta d'un cran. Keller, frustré et embarrassé, commença à gesticuler de manière défensive. Les caméras des téléphones capturaient chaque mouvement, le visage crispé de Keller, la maîtrise totale de Monica, le murmure croissant de la foule. Chaque seconde qui passait solidifiait l'incident comme un moment viral inévitable. Monica savait que la situation pouvait rapidement dégénérer. Elle leva une main pour calmer la foule et parla d'une voix posée mais autoritaire. « Personne n'est en danger, je vous demande simplement de reculer et de laisser les forces de l'ordre gérer cela correctement. » Certains passants obéirent, mais d'autres restèrent, fascinés par le spectacle et par la force tranquille de Monica. La rue se transforma en un théâtre improvisé, où le racisme latent et l'autorité se heurtaient sous l'œil attentif de témoins qui, pour la première fois, voyaient un policier confronté publiquement à ses préjugés. À ce moment, Monica savait que cet incident ne serait pas oublié. Chaque geste de Keller, chaque regard de la foule, était désormais une pièce d'un puzzle qui allait exposer au grand jour non seulement la brutalité, mais aussi la résilience face à l'injustice. Keller reculait, le visage rouge de confusion et de colère. Il ne pouvait pas croire qu'il venait d'attaquer une agente du FBI. La foule, toujours présente, murmurait entre elles, certains applaudissant la maîtrise de Monica, d'autres commentant l'arrogance du policier. Monica, toujours calme, fit un pas en avant, son badge bien en vue. « Monsieur Keller, vous êtes en train de commettre une violation de procédure et de mes droits en tant qu'agent fédéral. Je vous ordonne de vous arrêter immédiatement. » Keller balbutia une excuse, mais les mots moururent dans sa bouche. La situation avait changé radicalement. Les passants filmaient chaque geste et chaque expression, et Monica sentait que l'équilibre venait de basculer. Le policier, qui avait cru exercer son autorité, était désormais sous son contrôle, ou du moins sous son regard d'autorité légitime. Un témoin s'approcha et demanda « Vous êtes vraiment du FBI ?» Monica hocha la tête. « Oui. Et tout ce que vous venez de voir sera signalé à ma hiérarchie. » Keller, conscient que l'incident se diffusait déjà sur les réseaux sociaux, recula encore. Sa posture arrogante avait disparu, remplacée par une nervosité palpable. Il savait que son comportement serait analysé, critiqué et peut-être sanctionné. Monica reprit, « Je comprends que vous pensiez agir correctement, mais votre jugement a été biaisé par des préjugés. Il est temps d'admettre vos erreurs et de vous conformer aux procédures. » La foule commença à applaudir doucement, certains félicitant Monica pour son sang-froid. Keller, les yeux baissés, ne pouvait qu'accepter cette confrontation. Ce n'était plus une simple altercation dans la rue, c'était un avertissement public, une démonstration que le racisme et l'arrogance ne pouvaient pas rester impunis lorsque confrontés à l'autorité et au courage. Monica, sans un geste agressif, avait retourné la situation. Elle n'avait pas seulement arrêté l'attaque contre elle, elle venait de transformer une scène de violence potentielle en un moment de justice silencieuse mais éclatante. À peine quelques minutes s'étaient écoulées que des passants, captivés par la scène, commencèrent à diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux. En quelques instants, l'incident devint viral, l'altercation entre Monica Reynolds et Jason Keller était partagée avec des milliers de vues, commentée et débattue par des internautes choqués. Les médias locaux arrivèrent rapidement, attirés par l'histoire d'un policier ayant attaqué une agente fédérale. Les caméras et micros s'agglutinèrent autour de la scène. Les journalistes interviewaient des témoins, certains encore sous le choc, d'autres louant le sang-froid de Monica. Monica, consciente de l'attention soudaine, continua à maintenir sa posture calme et ferme. Elle savait que chaque mot, chaque geste pouvait être enregistré et analysé. « Je vous demande simplement de rester calme et de laisser les autorités compétentes traiter cette affaire correctement », déclara-t-elle à la foule et aux médias. Keller, quant à lui, se sentit acculé. Les regards, les caméras,
les smartphones, tout cela le confrontait à sa propre impulsivité et à son arrogance. Il comprit que sa réputation était désormais en jeu, et qu'il était exposé à un examen public sans précédent. La rue, auparavant tranquille, était devenue un véritable théâtre. Journalistes, passants et policiers convergeaient vers le lieu de l'altercation. Les passants chuchotaient et certains applaudissaient Monica, tandis que Keller semblait petite et vulnérable sous le poids des regards et de sa propre erreur. Monica savait que cette exposition pouvait servir la justice. Elle s'adressa aux journalistes avec calme et précision. Cet incident montre à quel point il est crucial de respecter les droits de chaque individu et de ne jamais laisser des préjugés dicter nos actions. Chaque mot fut enregistré. Chaque geste fut filmé. Et à cet instant, Monica transforma ce qui aurait pu être une humiliation personnelle en une leçon publique, démontrant que la dignité et l'autorité pouvaient triompher de l'arrogance et du racisme. Peu après la diffusion virale de la vidéo, le commissariat central reçut une avalanche d'appels et de messages. Journalistes, citoyens choqués et supérieurs hiérarchiques exigeaient des explications immédiates sur le comportement de Jason Keller. L'incident était désormais hors de contrôle, et l'image du département était en jeu. Keller, encore sous le choc, fut convoqué en urgence par le capitaine de police. Dans le bureau, l'atmosphère était glaciale. Ses supérieurs analysaient les vidéos, comparaient les faits et questionnaient son jugement. La nervosité de Keller était palpable, son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une peur sourde de ce qui allait suivre. Pendant ce temps, Monica Reynolds avait quitté la rue, mais continuait de superviser la situation à distance. Elle savait que l'affaire serait rapidement remontée jusqu'au FBI, et elle préparait un rapport détaillé sur l'incident. Son professionnalisme contrastait avec la panique de Keller, qui voyait sa carrière menacée. Le capitaine fit défiler la vidéo sur l'écran du bureau, silencieux. « Jason, expliquez-moi exactement ce que vous pensiez faire. » Commença-t-il d'une voix froide. Keller bégaya, tentant de justifier son comportement, mais chaque mot semblait empirer sa situation. Monica, de son côté, savait que la scène publique avait déjà changé la perception de nombreux témoins et de la hiérarchie policière. L'incident n'était plus seulement une agression, il était devenu un symbole du racisme latent et de l'importance de respecter les droits de chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau ou sa fonction. Les supérieurs de Keller décidèrent d'ouvrir une enquête interne, suspendant temporairement le policier. Cette mesure, bien que nécessaire, fut un avertissement clair. Aucune action arbitraire ou raciste ne resterait impunie, surtout lorsqu'elle se produisait sous les yeux du public et d'un agent fédéral. À l'extérieur, la foule commença à se disperser, mais la rumeur de l'incident et les vidéos continuaient de circuler, alimentant discussions et débats sur la responsabilité, le racisme et la justice. Monica, fidèle à son rôle, savait que cette affaire était loin d'être terminée, elle venait seulement de transformer l'attaque en un point de départ pour des réformes et des prises de conscience. Le lendemain de l'incident, la ville de Washington DC semblait encore vibrer de l'écho de ce qui s'était passé. Des groupes de citoyens se rassemblaient devant le commissariat, brandissant des pancartes dénonçant le racisme et soutenant Monica Reynolds. Leurs voix formaient un chœur de solidarité qui ne pouvait plus être ignoré. Les médias continuaient de diffuser les images, et les réseaux sociaux débordaient de commentaires saluant le sang-froid de Monica et condamnant la brutalité de Keller. Les hashtags en faveur de la justice et contre les abus de pouvoir se multipliaient, transformant un incident local en un débat national. Monica, toujours attentive à sa mission, observa la scène depuis un café voisin, veillant à ce que les manifestations restent pacifiques. Elle savait que sa dignité et son calme avaient inspiré cette mobilisation, mais elle ne cherchait ni reconnaissance ni gloire. Sa priorité était de protéger la justice et de prévenir toute escalade. Pendant ce temps, Keller, suspendu et isolé, commençait à ressentir les premières conséquences réelles de son comportement. Ses collègues l'évitaient, et ses supérieurs le tenaient sous une surveillance étroite. Chaque vidéo et chaque commentaire sur les réseaux sociaux lui rappelait son erreur et l'impact de ses préjugés sur sa carrière. La communauté ne se contentait pas de protester, elle cherchait aussi à dialoguer avec les autorités pour obtenir des garanties que de tels incidents ne se reproduiraient pas. Des associations locales de défense des droits civiques se mirent en contact avec le FBI et le département de police, demandant transparence et mesures concrètes. Monica sentit que ce soutien populaire était essentiel.
Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire personnelle, mais d'une étape dans la lutte contre les abus de pouvoir et le racisme systémique. Elle savait que chaque acte de courage et de calme pouvait inspirer un changement durable. Dans les rues et sur les écrans, la scène de la veille continuait de résonner. Et Monica, fidèle à ses principes, se préparait à jouer un rôle clé dans les suites de cette affaire, prête à transformer l'attaque injuste en un symbole de justice et de responsabilité. Quelques jours après l'incident, Monica Reynolds fut invitée à une rencontre officielle avec Jason Keller, organisée dans un bureau sécurisé du département de police. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Keller entra, le visage fermé, les épaules crispées, conscient que cette rencontre n'était pas une simple formalité. Monica resta debout, droite et calme, son badge discrètement visible sur sa veste. « Monsieur Keller, je suis ici non pour vous humilier, mais pour vous faire comprendre l'impact de vos actes, dit-elle d'une voix mesurée mais ferme. Keller détourna le regard. Je ne savais pas, je pensais agir correctement. Balbutia-t-il, mais ses mots semblaient vides face à la gravité de la situation. Penser agir correctement ne justifie pas la violence ni les préjugés, répondit Monica. Vous avez attaqué une agente fédérale sous prétexte d'un soupçon infondé. Votre jugement a été aveuglé par vos préjugés. Cela aurait pu dégénérer en tragédie. Keller baissa les yeux, sentant pour la première fois le poids réel de son arrogance. Monica continua, posant chaque mot avec précision, comme si elle plaçait des pierres sur un chemin de compréhension. Chaque action que vous prenez en tant qu'agent de police influence la confiance du public envers vous et votre institution. La violence et le racisme minent cette confiance et mettent des vies en danger. Le silence s'installa. Keller sentait que chaque phrase de Monica résonnait plus profondément qu'aucune sanction administrative. Ce n'était pas seulement une leçon de procédure, mais un rappel de responsabilité morale et éthique. Finalement, Monica conclut, vous avez le choix, Keller. Vous pouvez apprendre, évoluer et devenir un agent meilleur, ou laisser cet incident définir votre carrière et votre réputation. La décision vous appartient. Pour la première fois depuis l'altercation, Keller hocha lentement la tête, conscient que ce face-à-face n'était pas seulement une confrontation, mais un tournant potentiel dans sa vie. Monica, quant à elle, savait que même si elle ne pouvait pas changer les préjugés du monde entier, elle venait de semer une graine de responsabilité et de réflexion dans un esprit qui en avait cruellement besoin. Quelques jours après la confrontation privée, la suspension de Jason Keller fut confirmée par le département. La nouvelle circula rapidement dans les médias, alimentée par les vidéos virales et les commentaires de la communauté. Le policier, jadis sûr de lui et arrogant, se retrouvait isolé et sous le regard scrutateur de la ville entière. Les collègues de Keller évitaient désormais tout contact avec lui. Ses appels restaient sans réponse, et chaque notification sur son téléphone semblait être un rappel du scandale. Les réseaux sociaux continuaient de partager la vidéo, analysant ses gestes et son comportement, transformant l'incident en un exemple public des dangers du racisme latent et de l'abus d'autorité. De son côté, Monica Reynolds suivait les événements à distance, consciente que la situation n'était pas encore résolue. Elle reçut des messages de soutien de la part de citoyens, de responsables fédéraux et même d'associations de défense des droits civiques. Chaque témoignage, chaque mot d'encouragement confirmait que sa maîtrise et son calme avaient fait la différence. Keller, quant à lui, commença à sentir l'impact psychologique de ses actes. Son arrogance avait été remplacée par un mélange de honte et de peur. Les vidéos, les articles et les discussions publiques lui rappelaient sans cesse l'ampleur de son erreur. Il comprit que ses choix avaient des conséquences tangibles, et que regagner la confiance du public et de ses supérieurs serait un chemin long et difficile. Dans la rue et sur les réseaux, l'incident continua de susciter débats et réflexions. La communauté célébrait le courage de Monica, tandis que Keller faisait face à une solitude et un questionnement intense. La situation avait évolué, ce qui avait commencé comme une attaque raciste s'était transformé en un symbole de justice, de responsabilité et de pouvoir de l'exemplarité. Monica savait que cette affaire n'était pas seulement un épisode personnel, elle avait le potentiel de changer des perceptions, d'influencer des carrières et de rappeler à tous que la dignité et la justice ne peuvent être brisées par l'arrogance ou le préjugé. Quelques semaines après l'incident, Jason Keller vivait dans un isolement presque total.
Ses collègues le regardaient avec méfiance, ses supérieurs étaient stricts et la ville entière connaissait désormais son erreur grâce aux vidéos qui circulaient toujours sur les réseaux sociaux. Chaque mouvement qu'il faisait semblait examiné, commenté et jugé. Keller passa de longues heures seul, réfléchissant à ce qui s'était passé. Pour la première fois, il reconnut la gravité de ses préjugés et l'impact réel de ses actes. Ce n'était plus une question de carrière, mais de conscience. Il avait attaqué une femme noire, agente du FBI, sous le simple prétexte d'une suspicion injustifiée. Il comprit que son arrogance avait été nourrie par des biais raciaux qu'il n'avait jamais voulu affronter. De son côté, Monica Reynolds continuait ses missions avec un mélange de vigilance et de détermination. Elle savait que l'exemplarité ne se mesurait pas seulement dans les confrontations publiques, mais aussi dans la manière dont on influençait les comportements et inspirait des changements durables. Sa rencontre privée avec Keller avait semé une graine, elle observait maintenant comment il allait réagir, conscient qu'il pouvait choisir de devenir meilleur ou de rester prisonnier de ses préjugés. Les médias, toujours attentifs, couvraient l'affaire sous un angle plus constructif, cette histoire devenait un exemple d'apprentissage et de responsabilité. Des experts en droit civique commentaient la nécessité de former les forces de l'ordre à la lutte contre les préjugés et à la maîtrise de soi. La scène publique de l'attaque initiale était désormais considérée comme un tournant dans le dialogue sur le racisme institutionnel et les abus de pouvoir. Keller, face à sa propre réflexion, décida enfin de prendre des mesures pour se réhabiliter. Il suivit des formations, consulta des spécialistes et commença à écrire un rapport personnel sur ses biais et ses erreurs. Bien qu'il reste sous surveillance, la transformation avait commencé. Pour la première fois, il prenait conscience que la véritable autorité ne vient pas de la force, mais de la responsabilité et du respect. Monica, de son côté, continuait de veiller à ce que la justice reste au centre de chaque action. Elle savait que son calme, sa dignité et son courage avaient transformé une attaque injuste en un symbole de changement et d'espoir. La rue où tout avait commencé n'était plus seulement un lieu d'agression, elle était devenue un symbole de résistance, de justice et de conscience. Quelques mois après l'incident, la ville de Washington DC avait évolué. L'altercation entre Monica Reynolds et Jason Keller continuait de servir d'exemple pour les formations et les débats sur la discrimination dans la police. Les vidéos, désormais archivées dans les programmes éducatifs, montraient le courage, le calme et la dignité face à l'injustice. Keller avait achevé sa formation corrective et participait à des ateliers sur la gestion des préjugés et le respect des droits civiques. Bien qu'il reste surveillé, il montrait des signes de réelle prise de conscience. Son arrogance initiale avait laissé place à une humilité fragile mais sincère, et il comprit enfin que le véritable pouvoir résidait dans le contrôle de soi et le respect des autres. Monica, elle, avait renforcé sa réputation au sein du FBI et dans la communauté. Son professionnalisme et son sang-froid avaient non seulement protégé ses droits, mais inspiré une prise de conscience collective. Les habitants du quartier, témoins de l'incident, continuaient de la soutenir et de la célébrer comme un symbole de justice et de courage. La rue où tout avait commencé n'était plus seulement un lieu d'altercation, elle était devenue un symbole de changement. Les passants se souvenaient de ce moment où une femme noire avait tenu tête à l'injustice avec calme et autorité, et où un policier avait été confronté à ses propres préjugés. Dans les bureaux du FBI, Monica rédigeait son rapport final sur l'incident, non pas pour punir, mais pour documenter et prévenir. Elle savait que chaque action, chaque mot, pouvait influencer l'avenir et rappeler à tous que le respect, la dignité et la justice ne sont pas négociables. Et tandis que le soleil se couchait sur Washington, les passants repensaient à cette scène, un rappel permanent que la force brute et l'arrogance ne peuvent triompher lorsque le courage et la vérité se tiennent fermement en face d'eux. La justice, parfois lente mais inévitable, avait trouvé son chemin.